Dans cette nouvelle partie sur le chapitre des intégrales. Donc, suite à ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, donc je vais commencer par la proposition suivante. Proposition. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle fermé borné AB, bien sûr avec A inférieur strictement B, qui borné et monotone. Et monotone, c'est-à-dire soit elle est décroissante, soit elle est croissante. Donc, f est intégrable au sens de Riemann sur le compact AB. C'est-à-dire le fermé borné de R AB. La preuve. Donc, la fonction f est monotone, donc elle est soit croissante, soit décroissante. Tout d'abord, si elle est constante sur l'intervalle AB, donc tout d'abord, si la fonction f est constante sur, donc constante c'est-à-dire constante sur l'intervalle qui est l'ensemble de définition tout entier. Donc si f est constante, alors est une fonction en escalier. Nous avons vu ça. Alors f est une fonction en escalier sur l'intervalle AB. Et par suite, elle est intégrale. Donc je vais commencer ici. Supposons maintenant qu'elle n'est pas constante. Donc si f n'est pas constante, donc comme elle est monotone, donc il existe un intervalle alpha bêta contenu dans l'intervalle AB tel que f est strictement monotone sur l'intervalle alpha bêta. Donc il existe alpha bêta dans l'intervalle AB, supposons par exemple alpha inférieur strictement bêta, donc deux éléments alpha bêta distincts. Avec alpha qui inférieur strictement bêta, tel que R est strictement monotone sur l'intervalle alpha bêta qui est contenu dans l'intervalle AB. Donc, ou bien f de alpha est inférieur strictement f de bêta, et donc dans ce cas f de bêta doit être inférieur ou égal f
de B, car la fonction est monotone. Donc, puisqu'elle est strictement monotone sur alpha bêta, donc soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. Donc, si elle est strictement croissante, donc f de alpha est inférieur strictement f de bêta, et comme elle est monotone, f de bêta doit être inférieur ou égal f de b. Il peut être constante sur bêta b, si bêta inférieur strictement à b. Donc, ça pour f est strictement croissante. Ou bien f de alpha supérieur strictement à f de bêta et qui est supérieur ou égal f de b. Dans ce cas, f de bêta doit être supérieur ou égal f de b. Sinon, la fonction f change sa croissance. Donc, ne serait pas monotone. Donc, f de alpha supérieur strictement f de bêta qui est supérieur ou égal f de b. Donc, et ça, si la fonction f est strictement croissante. Croissante, décroissante plutôt. Donc, soit epsilon, un nombre réel strictement positif. Donc, on va chercher deux fonctions en escalier psi et phi dépendent de epsilon, tel que f est inférieur ou égal phi, psi est supérieur ou égal phi, et l'intégrale de psi moins phi est inférieure strictement à epsilon. Donc, soit epsilon strictement positif. On considère la subdivision sigma de 1 plus 1 point de l'intervalle AB, tel que le pas de cette subdivision est inférieur strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Donc d'après ça, f de a est différent, l'image de a par la fonction f est différente de l'image de b par la fonction f. f de a différente de f de b. Car, puisque f de alpha est supérieur ou égal f de a, parce que là, la fonction est strictement croissante sur alpha bêta. Donc, elle est croissante sur a alpha si alpha supérieur strictement à. Donc, f de alpha supérieur ou égal f de bêta et qui est inférieur strictement supérieur ou égal f de a et qui est inférieur strictement à f de bêta et qui est inférieur ou égal f de b. Même chose
là, f de alpha est inférieur ou égal à f de a, et f de alpha est supérieur strictement à f de bêta, et qui est supérieur ou égal à f de b. Donc, f de a différente de f de b. Et par suite, la valeur absolue de f de b moins f de a est strictement positive. Donc, soit psi epsilon et phi epsilon, les fonctions en escalier définies par psi epsilon de x est égal à f de xi plus 1 et phi epsilon de x est égal à f de xi. Si x appartient à l'intervalle ouvert xi plus 1. Avec i inférieur ou égal à n-1 et supérieur ou égal à 0, parce que si i est égal à n-1 et plus a est égal à 1. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de psi epsilon moins phi epsilon de x dx est égal à la valeur absolue de, puisque cette subdivision est adaptée à psi epsilon et phi epsilon à la fois, alors psi epsilon moins phi epsilon, bien sûr, est une fonction en escalier sur l'intervalle AB avec quel que soit i entre n-1 et supérieur ou égal à 0, psi epsilon de x moins phi epsilon de x est égal à f de xi plus 1 moins f de xi sur l'intervalle ouvert xi plus 1 pour i inférieur ou égal à n-1 supérieur ou égal à 0. Donc est égal, la somme de i est égale à 0 jusqu'à n-1 de f de xi plus 1 moins f de xi, c'est-à-dire la valeur commune de la fonction f sur l'intervalle xi plus 1 ouvert, fois la longueur de l'intervalle xi plus 1 qui est égale à xi plus 1 moins xi. Donc je vais commencer ici. Donc d'après les propriétés de la valeur absolue, ceci est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc de la valeur absolue de f de xi plus 1 moins f de xi moins f de xi, normalement fois xi plus 1 moins xi. Et d'après les propriétés de la valeur absolue, alors ceci est égal à la valeur absolue de f de xi plus 1 moins f de xi multiplié par la valeur absolue de xi plus 1 moins xi. Et comme xi plus 1 est supérieur strictement à xi d'après la définition de subdivision, alors la valeur absolue de xi plus 1 moins xi est égale à xi plus 1 moins xi. En d'autre part, comme
le pas de cette subdivision est inférieur, le pas de cette subdivision est inférieur strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Et on sait que le pas d'une subdivision, c'est le maximum des longueurs des sous-intervalles déterminés par cette subdivision. Donc chaque intervalle xi plus 1, sa longueur est inférieure strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Donc, d'après les propriétés des nombres réels, ceci est inférieur ou égal. Donc ceci est inférieur strictement. C'est inférieur strictement parce que le pas de cette subdivision est inférieur strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Et xi plus 1 moins xi est inférieur ou égal le pas de cette subdivision qui est inférieur strictement à epsilon sur f de b moins f de a. Donc ceci est inférieur strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Fois la somme de i est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de la valeur absolue de f de xi plus 1 moins f de xi. En d'autres part, la somme de i est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de la valeur absolue de f de xi plus 1 la somme de i est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de la valeur absolue de f de xi plus 1 moins f de xi est égal. Est égal. Comme la fonction f est supposée monotone, donc si elle est croissante, f de xi plus 1 supérieur ou égal à f de xi, quel que soit i entre 0 et n moins 1. Si elle est décroissante, f de xi plus 1 inférieur ou égal à f de xi, pour i entre n moins 1 et 0. Donc est égal. La somme de i est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de f de xi plus 1 moins f de xi si r est croissante. Sinon, la somme de i est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de f si la fonction f est décroissante. Dans les deux cas, la somme des valeurs absolues de i est égal à 0 jusqu'à n moins 1 est égal ou bien f de b moins f de a ou bien f de a moins f de b. Donc dans les deux cas est égal la valeur absolue de f de b moins f de a. Donc f de b moins f de a, c'est f de b supérieur strictement à f de a. F de a moins f de b, c'est f de a supérieur strictement à f de b. Donc en effet, ça est égal par exemple f de x1 moins f de x0 plus ça plus f de
x2 moins f de x1 moins f de x1 plus f de x1 plus f de x3 moins f de x2, donc f de x2 moins f de x2. Donc, etc. jusqu'à f de x1 moins f de x1 moins 1. Où moins f de x1 moins 1 existe. Donc, cette somme est égale le dernier terme moins le premier terme. Donc, f de b moins f de a. Donc, je vais commencer ici. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de psi epsilon moins phi epsilon de x dx qui est égal la somme des valeurs absolues de f de xi plus 1 moins f de xi multiplié par xi plus 1 moins xi est inférieur au part de cette subdivision qui est d de sigma fois la somme, donc inférieur égal d sigma fois la somme de i est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de f de xi plus 1 moins f de xi en valeur absolue qui est inférieur strictement à epsilon sur la valeur absolue de f de b moins f de a. Et nous avons vu que ce terme-là est égal à la valeur absolue de f de b moins f de a. Donc, fois la valeur absolue de f de b moins f de a. Donc, qui est égal à epsilon. En effet, la valeur absolue de f de b moins f de a fois 1 sur la valeur absolue de f de b moins f de a est égal à 1. Donc, par définition des fonctions en escale psi, epsilon et phi, epsilon, comme f est monotone, alors, ou bien f est inférieur ou égal psi, epsilon est supérieur ou égal phi, epsilon, si la fonction f est croissante. Ou bien f est inférieur ou égal phi, epsilon est supérieur ou égal psi, epsilon, si la fonction f est décroissante. Dans les deux cas, la fonction f est entre deux fonctions en escalier dont l'intégrale de leur différence sur AB est inférieure strictement à epsilon. D'où f est intégrale. Donc la preuve du théorème est achevée. Donc remarque. Soit
f des fonctions définies et bornées sur un intervalle AB fermé borné de 1 à valeur réelle. Alors, que soit x0 appartient à l'intervalle fermé borné AB, on a f de x0, f de x0 est égal, l'intégrale est égal 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b, f de x0 dx. En effet, l'intégrale de a à b, f de x0 dx, puisque f de x0 était constante, donc était fonction en escalier sur l'intervalle AB, et par suite, d'après la définition, ceci est égal B moins A fois f de x0. Autrement dit, f de x0 est égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b, f de x0 dx. Théorème. Donc, théorème de la moyenne. Théorème de la moyenne. Soit f et g de fonctions définies sur l'intervalle AB, tel que la fonction f est continue et la fonction g est intégrale. Donc, si la fonction g est de signe constant sur l'intervalle AB, alors il existe dans l'intervalle AB tel que il existe dans l'intervalle AB, vérifiant l'intégrale de a à b f de x par g de x dx est égal à f de c par l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc la preuve tout d'abord, si la fonction g est identiquement nulle, alors le résultat est très bien.
En effet, si la fonction g est identiquement nulle, donc l'intégrale de a à b, f de x fois g de x dx est nulle, car f de x fois g de x fois g de x est égal à 0 quel que soit x dans l'intervalle AB, et d'après les propriétés de l'intégrale de Riemann, l'intégrale de a à b, f de x fois g de x dx est égal à 0. Et bien sûr, l'intégrale de a à b de g de x dx est égal à 0. Donc, quel que soit c dans l'intervalle fermé borné AB convient. Donc, quel que soit c dans l'intervalle fermé borné AB, l'intégrale de a à b de f fois g est égal à f de c fois l'intégrale de a à b de g qui est égal à 0. Donc, en particulier, c existe. Donc, si g est la fonction nulle, alors le résultat est très bien. Maintenant, supposons que g n'est pas identiquement nul. Donc, supposons que la fonction g n'est pas identiquement nulle. Donc, il existe un point x0 de l'intervalle AB. Donc, il existe un point x0 dans l'intervalle AB tel que g de x0 est différent de 0. Donc, l'image du point x0 par la fonction g est différente de 0. Donc, la valeur absolue de g de x0 est supérieure strictement à 0. Car on sait que la valeur absolue est toujours positive, et puisque g de x0 est différente de 0, alors g de x0 est supérieur strictement à 0. Et donc, d'après ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, il existe un intervalle fermé borné contient x0 et contenu dans l'intervalle AB tel que g, la valeur absolue de g est strictement positive sur l'intervalle alpha bêta. Donc, d'après ce que nous avons vu, donc, il existe alpha bêta dans l'intervalle AB tel que alpha est inférieur strictement à bêta, et x0 appartient à l'intervalle fermé borné alpha bêta qui est contenu dans l'intervalle fermé borné AB, et g supérieur strictement à 0 sur alpha bêta. Donc, à ce moment-là, l'intégrale de a à b de la valeur absolue de g de x dx est supérieure à l'intégrale de alpha bêta de la valeur absolue de
j de x dx et qui est supérieur strictement à 0. Donc l'intégrale de a à b de la valeur absolue de j de x par rapport à x est supérieur strictement à 0. En d'autres part, comme la fonction f est continue sur l'intervalle AB, alors admis un minimum et un maximum sur l'intervalle AB, c'est-à-dire le maximum des valeurs f de x pour x appartient à l'intervalle AB existe et le minimum des valeurs f de x pour x appartient à l'intervalle fermé borné AB existe. Donc il existe x1, x2, il existe x1, x2, donc il existe x1, x2 dans l'intervalle AB tel que f de x1 est la plus petite valeur de f de x pour x appartient à l'intervalle AB. Donc c'est la plus petite valeur de f de x quand x appartient à l'intervalle AB et f de x2 c'est la plus grande valeur, c'est-à-dire le maximum de f de x pour x inférieur ou égal à b et supérieur ou égal à a. À ce moment-là, f de x est inférieur ou égal à f de x2 par définition est supérieur ou égal à f de x1, puisque f de x2 c'est la plus grande valeur de f de x et f de x1 la plus petite valeur de f de x pour x dans l'intervalle AB. Donc là, quel que soit x dans l'intervalle AB. Et donc f de x fois la valeur absolue de j de x est inférieur ou égal à f de x2, f de x2 fois la valeur absolue de j de x est supérieur ou égal f de x1 fois la valeur absolue de j de x. F de x1 fois la valeur absolue de j de x, puisque la valeur absolue de j de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x dans l'intervalle AB. Quel que soit x dans l'intervalle AB. Je commence. Donc, d'après les propriétés de l'intégrale au sens des mains que nous avons vu, passons à l'intégration de a à b, on obtient l'intégrale de a à b de f de x fois la valeur absolue de j de x dx est inférieur ou égal à. Donc f de x2 c'est un nombre réel. Et d'après les propriétés de l'intégrale au sens d'élément que nous avons vu, l'intégrale de a à b de f de x2 qui est un nombre réel
de f de x2, qui est un nombre réel, fois la valeur absolue de j de x dx est égale à f de x2 fois l'intégrale de la valeur absolue de j de x dx. Donc, l'intégrale du terme là, donc l'intégrale de a à b de f de x2 fois la valeur absolue de j de x dx est égale à f de x2 fois l'intégrale de a à b la valeur absolue de j de x dx est supérieur ou égal à f de x1 fois l'intégrale de a à b la valeur absolue de j de x dx. F de x1 fois l'intégrale de a à b la valeur absolue de j de x dx. En d'autres part, d'après ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, l'intégrale de a à b de la valeur absolue de j de x dx est supérieur ou égal à l'intégrale de alpha bêta si l'intervalle où la fonction, la valeur absolue de g est strictement positive, est supérieur strictement à 0. Donc, en divisant les membres de cette inégalité par l'intégrale de a à b de la valeur absolue de j de x dx qui est strictement positive, on obtient l'intégrale de a à b de f de x fois la valeur absolue de j de x dx divisé par l'intégrale de a à b de la valeur absolue de j de x dx est inférieur ou égal à f de x2 est supérieur ou égal à f de x1. Donc maintenant on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, mais on a besoin de l'intégrale de a à b f de x j de x par la valeur absolue de j de x. En d'autres part, donc En d'autres part, la valeur absolue de g est égale plus moins g, car la fonction g est de signe constant. Donc soit elle est positive sur l'intervalle AB, soit elle est négative sur l'intervalle AB. Donc ou bien la valeur absolue de g est égale moins g, ou bien la valeur absolue de g est égale plus g sur l'intervalle AB. Donc l'intégrale de la valeur absolue de g de a à b est égale plus ou moins l'intégrale de a à b de g. Et donc l'intégrale de a à b f de x pour la valeur absolue de j de x dx est égale plus ou moins l'intégrale de a à b de f de x fois j de x dx. Et l'intégrale de a à b de la valeur absolue de j de x dx est égale plus ou moins l'intégrale de a à b de j de x dx. Donc dans les deux cas, on obtient l'intégrale de a à b de f de x fois j de x
dx divisé par l'intégrale de a à b g de x dx, g de x dx est inférieur ou égal f de x2 est supérieur ou égal f de x1. Donc, ce nombre réel-là est entre deux images distinctes par la fonction f. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à ce nombre réel. F de C est égal l'intégrale de A à B f de x fois g de x dx sur l'intégrale de A à B g de x dx. Autrement dit, l'intégrale de A à B f de x fois g de x dx est égal à f de c pour l'intégrale de A à B g de x dx. Donc, c'était l'énoncé du théorème de la moyenne. Donc, je vais énoncer un cas particulier, donc corollaire. Donc, corollaire. Soit une fonction définie sur un intervalle AB et qui est continu. Donc, il existe C dans l'intervalle AB tel que l'intégrale de A à B f de x dx est égal à f de C fois B moins A. En effet, pour G et la fonction constante qui est égale à 1, donc fonction constante, c'est une fonction en escalier, donc intégrale, et son intégrale, c'est la longueur de l'intervalle AB, donc c'est B moins A. Donc, l'intégrale de A à B de 1, la fonction constante qui est égale à 1 sur l'intervalle AB, fois f de x dx est égal à f de C fois l'intégrale de A à B de 1 fois dx.
donc qui est égal B, donc qui est égal, l'intégrale de A à B dx est égal B moins 1, donc le résultat final est f de C fois B moins 1. Donc je vais donner un exemple. Donc par exemple, on va montrer que limite de l'intégrale de 1 moins x au carré à 1 plus x au carré de exponentielle t dt est égal 0. Donc quand x tend vers 0. Donc on va montrer que la limite de l'intégrale de 1 moins x au carré à 1 plus x au carré de exponentielle t dt quand x tend vers 0 est égal 0. Donc, si on prend g est la fonction constante qui est égale 1 et f est la fonction qui est définie par f de t est égale exponentielle t. Alors, d'après ce corollaire, pour f de t est égal exponentielle t, quel que soit x appartient à R, il existe C dans l'intervalle 1 moins x au carré, 1 plus x au carré. Évidemment, 1 moins x au carré est inférieur strictement à 1 plus x au carré. Donc il existe C dans l'intervalle fermé borné 1 moins x au carré, 1 plus x au carré, tel que l'intégrale de 1 moins x au carré à 1 plus x au carré exponentielle t dt est égal exponentielle c fois 1 plus x au carré moins, entre parenthèses, 1 moins x au carré, donc est égal 2x au carré fois 2x au carré, donc est égal 2 x au carré exponentielle c. Et comme C est inférieur ou égal à 1 plus x au carré est supérieur ou égal à 1 moins x au carré et la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, alors exponentielle C est inférieur ou égal l'export 1 plus x au carré est supérieur ou égal export 1 moins x au carré. Donc, puisqu'on va calculer la limite quand x tend vers 0, donc on peut supposer que x est dans l'intervalle moins 1,5, 1,5. Donc, si x dans l'intervalle moins 1,5, 1,5, alors 1 plus x au carré et 1 plus x au carré est inférieur ou égal 1 plus 1 sur 4, donc qui est égal 1 plus 1 sur 4 qui est égal 5 sur 4. Et 1 moins x au carré est égal, est supérieur ou égal 1 plus 1 moins 1 sur 4, donc est égal 3 sur 4. Donc, exponentielle c est inférieur ou égal exponentielle 5 sur 4 est supérieur ou égal exponentielle 3 sur 4.
Donc, en multipliant par 2x au carré, puisque 2x au carré est positif, donc 2x au carré fois exponentielle c est inférieur ou égal 2x au carré exponentielle 5 sur 4 est supérieur ou égal 2x au carré exponentielle 3 sur 4. Donc, ce terme-là est inférieur ou égal 2x au carré exponentielle 5 sur 4 est supérieur ou égal 2x au carré exponentielle 3 sur 4, puisque est égal 2x au carré exponentielle c. Donc, ou c'est-à-dire l'intégrale de 1 moins x au carré 1 plus x au carré exponentielle t dt est inférieur ou égal 2x au carré exponentielle 5 sur 4 est supérieur ou égal 2x au carré exponentielle 3 sur 4. Donc passons à la limite. Donc ce terme-là tombe à 0 et ce terme-là tombe à 0. Donc l'intégrale de 1 moins x au carré à 1 plus x au carré de exponentielle t dt tombe vers 0 quand x tombe vers 0. Donc comme donc limite de 2x au carré exponentielle 3 sur 4 quand x tend vers 0 est égale limite de 2x au carré exponentielle 5 sur 4 quand x tend vers 0 et qui est égal 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de l'intégrale de 1 moins x au carré à 1 plus x au carré exponentielle t dt est égal 0. Passons maintenant aux primitives. Donc primitive définition. Soit i un intervalle de R soit i un intervalle de R donc on appelle primitive d'une fonction en valeur réelle. Fonction définie sur une partie de R à valeur réelle. Donc on appelle primitive d'une fonction f sur i. Bien sûr, i doit être contenu dans le domaine de définition de la fonction f s'il existe une fonction grand R, une fonction notée grand R dérivable sur i et quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à f de x. Donc, i est un intervalle quelconque, donc soit ouvert, soit fermé, soit
semi-ouvert. Donc si par exemple elle est fermée au point par exemple B, alors la dérivabilité sur l'intervalle E indique qu'elle est dérivable sur l'intérieur de E et en B à gauche. Même chose si est de la forme par exemple A B. Donc on va voir des exemples. La fonction f définie par f de x est égal x au cube divisé par 3 est une primitive de la fonction f petit f définie par f de x est égal x au carré. En effet, la fonction grand F est dérivable sur sur f. Bien sûr, la fonction grand F est dérivable sur R puisque c'est une fonction polynomiale et sa fonction dérivée est définie par 3x à la puissance 3 moins 1 qui est égal 2, donc 3x au carré sur 3, donc est égal x au carré. Donc la dérivée de la fonction grand F est petit f. Deuxième exemple, la fonction grand F définie par grand F de x est égal racine de x au carré moins 1 est une primitive de la fonction f petit f définie par f de x est égal x sur la racine carrée de x au carré moins 1 sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Donc théorème, proposition. Soit f est une fonction intégrable sur un intervalle fermé borné AB, bien sûr avec A, inférieur strictement à B. Donc, la fonction grand F définie sur l'intervalle semi-ouvert qui est ouvert en A, semi-ouvert AB, à valeur réelle par x, grand F de x est égal l'intégrale de A à x de f de t dt et continue et admis une limite finie en A à droite et qui est 0 et limite de grand F de x quand x tend vers A à droite est égal 0.
Donc la preuve, donc tout d'abord comme la fonction f est intégrable sur l'intervalle AB, alors f est bornée. Donc, puisqu'elle est intégrable, alors elle est bornée. C'est-à-dire, il existe un nombre réel strictement positif tel que, quel que soit x appartient à l'intervalle AB, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Donc, en particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle soumis ouvert AB qui est ouvert en A, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Donc, quel que soit x inférieur ou égal b et supérieur strictement a, c'est-à-dire quel que soit x appartient à l'intervalle soumis ouvert AB qui est ouvert en A, on a la valeur absolue de l'intégrale de a à x de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à x de la valeur absolue de f de t dt d'après les propriétés de l'intégrale au sens de l'élément que nous avons. Donc, et ceci est inférieur ou égal, puisque la valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à 1, quel que soit x dans l'intervalle permis borné AB, alors f de t est inférieur ou égal à m, quel que soit t, appartient à x, puisque l'intervalle a x est contenu dans l'intervalle AB, puisque x est entre b et a. Donc, il est inférieur ou égal à 1 fois l'intégrale de a à x, de a à x, dt. Et toujours d'après les propriétés de l'intégrale au sens de l'élément, m fois l'intégrale de a à x dt est égal à l'intégrale de a à x, m dt. Et comme la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à 1, quel que soit t entre a et x, alors l'intégrale de a à x de la valeur absolue de f de t dt est inférieure ou égale à 1, l'intégrale de a à x de m dt, et qui est égal à m fois l'intégrale de a à x dt. Et ceci est égal, d'après la définition de l'intégrale de fonction en escalier, donc là, la fonction est constante qui est égale à 1. Donc ceci est égal à 1 fois la longueur de l'intervalle à x, qui est égal à x moins a. Donc, passons à la limite, quand x tend vers a, alors ce terme-là est tend vers 0 quand x tend vers a. Donc, limite de l'intégrale de a à x de f de t dt quand x tend vers a est égale à 0. Montrons maintenant que la fonction volontaire est continue sur l'intervalle AB. Donc,
quel que soit x et y dans l'intervalle AB, quel que soit x et y dans l'intervalle AB, on a la valeur absolue de f de y. Donc en supposant que y supérieur strictement à x. Donc quel que soit x, y dans l'intervalle, celui ouvert qui est ouvert en A, tel que y supérieur strictement à x, on a la valeur absolue de f de y moins f de x est égale l'intégrale de a à y f de t dt moins l'intégrale de a à x f de t dt. Et comme x est inférieur strictement à y et y est inférieur strictement à b, donc c'est-à-dire comme x est inférieur strictement à y et qui est supérieur strictement à a, alors d'après la relation de Charles, ce terme-là est égal à l'intégrale de a à x f de t dt plus l'intégrale de x à y f de t dt, donc la valeur absolue. Donc la valeur absolue. Moins l'intégrale de a à x f de t dt. Donc cette somme est égale à l'intégrale de a à y f de t dt. Et moins l'intégrale de a à x f de t dt. Donc, l'intégrale de a à x f de t dt moins l'intégrale de a à x f de t dt est égal à 0. Donc, ceci est égal à la valeur absolue de l'intégrale de x à y de f de t dt. Et d'après les propriétés de l'intégrale, ceci est inférieur ou égal à m fois y moins x. Donc, qui tend vers 0 quand x tend vers y. Donc, autrement dit, la fonction grand R est continue sur l'intervalle semi-ouvert AB. De plus, elle est uniformément continue. Donc, remarque, soit f soit f une fonction définie sur un intervalle value AB en valeur réelle. Donc f est supposé intégral. Donc, d'après ce que nous avons vu, on peut poser l'intégrale de x f de t dt est égale à 0. Donc l'intégrale de x à x f de t dt est égale à 0. Donc d'après ce que nous avons vu, on peut poser
supposer l'intégrale de x à x f de t dt est égale à 0, quel que soit x, appartient à l'intervalle fermé borné AB. Et quel que soit x, y dans l'intervalle fermé borné AB, l'intégrale de x à y f de t dt est égale moins l'intégrale de y à x f de t dt. Donc passons maintenant au théorème qui est très important pour décrire les primitives. Théorème soit une fonction continue sur un intervalle fermé borné AB à valeur réelle. Alors, la fonction grand F qui est définie sur l'intervalle AB à valeur réelle qui à chaque x fait correspondre f de x est égal à l'intégrale de a à x f de t dt est une primitive de la fonction f sur AB de plus pour toute primitive G de f sur AB, il existe un nombre réel C tel que f de x est égal à g de x plus c. La preuve donc la preuve supposons que la fonction f est continue. Donc, montrons donc, par définition, on doit montrer que la fonction f définie par f de x, on va montrer que la fonction f définie par f de x est égale à l'intégrale de a à x f de t dt est dérivable
sur l'intervalle fermé borné AB, donc dérivable sur l'intérieur de l'intervalle AB qui est l'intervalle ouvert AB, et dérivable en A à droite et en B à gauche. Donc il dérivable sur l'intervalle AB et quel que soit X appartient l'intervalle AB, f' de X est égal à f de X. Donc pour cela, soit x0, un point de l'intervalle AB qui est ouvert en B, donc commençons par l'intervalle semi-ouvert AB qui est ouvert en B, soit x0, un point de l'intervalle semi-ouvert AB qui est ouvert en B, et soit h, un nombre réel strictement positif. Donc commençons par le temps d'accroissement f de x0 plus h moins grand f de x0 plus h moins grand f de x0 divisé par h pour h strictement positif. Et après, on va généraliser pour h un nombre réel, soit positif, soit négatif. Donc, et h strictement positif. Donc, f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h est égal à 1 sur h fois grand F de x0 plus h moins grand F de x0 et qui est égal, d'après ce que nous avons vu, qui est égal, d'après la preuve de la proposition précédente, ceci est égal l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Et d'après le théorème de la moyenne, donc d'après le théorème de la moyenne, il existe C appartient à l'intervalle x0 plus h tel que 1 sur h. Tout d'abord, l'intégrale de x0 à x0 plus h f de t dt est égal f de c est égal f de c fois la longueur de l'intervalle fermé x0 plus h et qui est égal x0 plus h moins x0, donc est égal h. Donc 1 sur h fois l'intégrale de x0 plus h f de t dt est égal 1 sur h fois f de c fois h. Donc il est égal f de c. Donc soit epsilon strictement positif. Donc on va appliquer
la définition de la limite. C'est-à-dire, on va chercher un rho strictement positif tel que si la valeur absolue de h est inférieure strictement à rho, alors cette fraction moins f de x0 est inférieure strictement à epsilon. Donc soit epsilon strictement positif. Donc la continuité de la fonction f sur l'intervalle AB entraîne la continuité de la fonction f au point x0. Donc la continuité de la fonction f au point x0 alors il existe un certain rang strictement positif qui dépend de x0 et epsilon, tel que, quel que soit x dans l'intervalle AB ouvert, avec x moins x0 en valeur absolue est inférieur strictement à rho, on a la valeur absolue de f de x moins f de x0 est inférieur strictement à epsilon. Donc, si on choisit h est inférieur strictement à rho, on aura x0 plus h moins x0 est égal à h est inférieur strictement à rho. Est inférieur strictement à rho. En d'autres part, comme C est dans l'intervalle x0 plus h, dans l'intervalle x0 plus h, alors évidemment C moins x0 est inférieur égal à h qui est inférieur strictement à rho. Alors x0 moins c en valeur absolue est inférieur strictement à rho. Et par suite, la valeur absolue de f de c moins f de x0 est inférieur strictement à epsilon, d'après l'hypothèse. Donc je vais commencer ici. Donc f de c moins f de x0 en valeur absolue est inférieur strictement à epsilon implique puisque f de c est égal à 1 sur h fois l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t de c, alors ceci implique ou équivaut la valeur absolue de 1 sur h de l'intégrale de x0 à
d'x0 plus h f de t dt moins f de c moins f de x0 est appelé strictement epsilon. C'est-à-dire limite de 1 sur h de l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt quand h plutôt tend vers 0 est égal f de x0 et qui est égal limite de grand R de x0 plus h moins 1 de x0 divisé par h quand h tend vers 0, puisque ce terme-là est égal grand R de x0 plus h moins grand R de x0 divisé par h. Donc maintenant, si h est inférieur strictement à 0, alors, quel que soit x0 appartient à l'intervalle semi-ouvert AB qui est ouvert en A, cette fois-ci, l'intervalle est ouvert en A. On a f de x0 plus h moins 1 grand f de x0 divisé par h en valeur absolue est égal à l'intégrale de x0 plus h à x0, puisque x0 plus h est inférieur strictement à x0, car h est inférieur strictement à 0, de f de t dt, et de la même manière, donc de la même manière, l'intégrale de x0 plus h, on peut montrer que l'intégrale de x0 plus h à x0 de f de t dt tend vers 0 quand h tend vers 0, c'est-à-dire on utilise le théorème de la moyenne sur l'intervalle x0 plus h, x0. Donc, limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h, bien sûr pour x0 plus h dans l'intervalle AB est égal à f de x0. Ainsi, la fonction grand R est dérivable sur AB et sa dérivée coïncide avec la fonction f.
Donc, f est dérivable sur AB et quel que soit x appartient à l'intervalle AB, f' de x est égal à f de x. Donc, pour h strictement positif et x est égal à, on a montré que, donc pour x est égal à et h strictement positif, alors pour h strictement positif convenable pour que x plus h reste dans l'intervalle AB, on a montré que f de x plus h moins f de x divisé par h tend vers f de x quand h tend vers 0. AB, on a f de b plus h moins f de b divisé par h grand f de x plus h moins grand f de b de x qui est égal grand f de b plus h moins grand f de b divisé par h tend vers f de b quand h tend vers 0. Et pour x dans l'intérieur de l'intervalle AB, c'est-à-dire dans l'intervalle ouvert AB, et pour h convenable pour x plus h reste dans l'intérieur de l'intervalle AB, on a montré que f de x plus h moins f de x sur h tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle fermé borné AB et sa fonction dérivée sur l'intervalle fermé borné AB coïncide avec la fonction f. D'où le résultat. Définition. Donc l'ensemble des primitives des fonctions, l'ensemble des primitives des fonctions f définies sur un intervalle i de R à valeur réelle est appelé l'intégrale indéfinie de f et notée usuellement par l'intégrale f de x dx ou l'intégrale f. Donc remarque toute fonction f continue sur un intervalle i de R à valeur réelle admet une primitive. La deuxième remarque. Donc la deuxième remarque, si f est une fonction définie sur un intervalle fermé borné AB, dont R admet une primitive sur l'intervalle AB,
ça veut dire pas que la fonction f est intégrable sur l'intervalle AB. Donc si f défini sur l'intervalle AB, dont f admis une primitive, alors ça veut dire pas que f est intégrable au sens de Riemann sur l'intervalle AB. Donc par exemple, la fonction f définie sur R par f de x est égal x au carré sinus 1 sur x au carré si x différent de 0 et est égal 0 si x est égal 0. Donc on peut montrer facilement que cette fonction est dérivable sur R et sa dérivée est égale sa dérivée est égale 2x sinus 1 sur x au carré plus 2x en moins 1 sur x à la puissance 4, donc moins 1 sur x à la puissance 3, donc cosinus 1 sur x au carré. Donc moins 1 sur x au cube fois sinus 1 sur x au carré, si x différent de 0 et est égal 0, donc on peut montrer que f est dérivable au point, grand F est dérivable au point 0, et le nombre dérivé de grand F au point 0 est égal 0. Donc est égal 0 si x est égal 0. En effet, x au carré sinus 1 sur x au carré divisé par x est égal x sinus 1 sur x au carré et qui tend vers 0 quand x tend vers 0, puisque sinus 1 sur x au carré en valeur absolue est inférieur égal 1, donc x fois sinus 1 sur x au carré en valeur absolue est inférieur égal x. La valeur absolue de x qui est tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc théorème soit f une fonction définie sur un intervalle fermé borné AB à valeur réelle qui est intégrable et admet une primitive grand F. Alors, l'intégrale de A à B de f de x dx est égal grand F de B moins grand F de A. Et on note f de x de A à B. Par exemple,
la fonction f définie sur R dans R qui est chaque x va associer exponentielle x et intégrable et admet une primitive qui est exponentielle x, par exemple, puisqu'elle est continue. Donc, puisqu'elle est continue, donc elle est intégrable et admet une primitive. Et on a l'intégrale, par exemple, de 0 à 1, donc intégrable sur chaque intervalle fermé borné de R. Donc, par exemple, on choisit l'intervalle fermé borné, c'est 0, 1. Donc, elle est intégrable sur intégrable sur 0, 1 et admet une primitive sur R, donc en particulier admet une primitive sur l'intervalle fermé borné 0, 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x dx est égale l'une des primitives de l'exponentielle x qui est exponentielle x, par exemple, de 0 à 1, donc est égal exponentielle 1 moins exponentielle 0, donc est égal expo moins 1.